Pour tirer un bilan de la COP24, il faut tout d'abord avoir à l'esprit qu'il y a deux catégories de COP. Il y a celles durant lesquelles on prend des grandes décisions, en tout cas qui sont des carrefours. C'était le cas de celle qui a défini le protocole de Kyoto, qui était la COP numéro 3, ou à Copenhague en 2009, on attendait, on espérait, les grands dirigeants du monde étaient là prendre des décisions spectaculaires, ça n'a pas été le cas. Et puis il y a eu par ailleurs la COP 21 en 2015 à Paris qui a débouché sur l'accord de Paris. Donc dans ces COP, il se passe des choses qui sont visibles de l'extérieur, qui peuvent être spectaculaires et structurantes, mais ça n'est pas le cas de toutes les COP, et ça n'était pas le cas de la COP 23 à Bonn où j'étais, ou de la COP 24 de Katowice. Ce qu'on peut simplement retenir, c'est qu'évidemment on est dans un contexte qui est moins coopératif que ça n'avait été le cas durant la COP 21 à Paris, parce que depuis les États-Unis ont annoncé, sous l'impulsion de Donald Trump, la volonté de sortir de l'accord et de fait de le dénoncer, de le fragiliser, et que d'autres se sont engouffrés dans ce prolongement. L'élection au Brésil de Bolsonaro, évidemment, n'était pas un bon signal de ce point de vue. Et puis par ailleurs, il ne faut pas perdre de vue que cette COP, elle s'est tenue à Katowice, en Pologne, qui est un grand pays charbonnier, et donc avec, au moins dans le pourtour de l'enceinte de la COP, et même au sein de la COP, cette tension finalement entre la volonté d'avancer sur les grandes questions climatiques et puis ce que ça pourrait impliquer relativement au charbon. Ce qu'on peut néanmoins retenir, c'est qu'il y a une forme d'accord final qui permet d'espérer d'avancer d'ici la prochaine, et notamment d'avancer sur des questions qui sont extrêmement importantes, qui sont celles du financement. Dans le cadre de l'accord de Paris, il est prévu que 100 milliards de dollars soient transférés schématiquement chaque année du nord au sud, c'est-à-dire des pays riches ou des pays qui sont responsables en termes historiquement des émissions de gaz à effet de serre, vers les pays les plus fragiles, notamment les pays africains. Et les conditions de ces financements, donc 100 milliards par an à partir de 2020, ne sont pas encore totalement définies. C'est un facteur extrêmement important pour la réussite de l'accord de Paris. Le blocage de la taxe carbone en France peut s'expliquer par le fait que cette taxe, elle est posée sur une chose qui bouge beaucoup, qui s'appelle le prix du pétrole, le prix du baril. Et ce prix du baril, si on regarde un peu sur une dizaine d'années, ou même plus loin sur une vingtaine d'années, il a débuté très très bas à la fin des années 90 où il était à 10 $. Il est monté à 150 $ en 2008, il a chuté sous l'effet de la crise économique, puis il est remonté quelque part aux alentours de 100 $ le baril. Il a chuté à nouveau en 2014, très très bas jusqu'à peu près 30, il est remonté, etc. Donc c'est un paramètre économique qui est absolument essentiel et qui fait l'objet de beaucoup de pression internationale. Le prix se détermine grosso modo entre les Saoudiens, c'est-à-dire l'OPEP, la Russie et puis par ailleurs les États-Unis. Et donc tout ça, ça bouge beaucoup. Et lorsqu'on met une taxe sur ce paramètre, on va le dire comme ça, qui bouge beaucoup, évidemment, ça peut donner une acceptabilité qui ne pose pas de problème. Ça a été le cas au cours de ces dernières années. La taxe, elle a été inaugurée en 2014, elle n'a pas posé de problème jusqu'alors, jusqu'à ce que le prix du baril remonte et qu'il monte à 80, où tout à coup, elle est devenue plus difficile à supporter. En fait, ce qui est difficile à supporter, ce n'est pas la taxe en tant que telle, c'est le prix à la pompe. Et le prix à la pompe, il est composé de taxes, de beaucoup de taxes, mais également, il évolue et il fluctue pour l'essentiel en fonction du prix du baril. Et évidemment, nos concitoyens, lorsqu'ils observent ces fluctuations, eh bien, ils se rapprochent du responsable qui est à portée de leurs mains et qui est plutôt le président de la République ou une autorité publique française que les responsables saoudiens, russes ou américains. Donc il me semble que ça peut s'expliquer de cette manière. Et puis par ailleurs, il y a un autre facteur qui est que la transition énergétique à laquelle la taxe carbone doit contribuer, eh bien cette transition, lorsqu'on est en dehors des métropoles, lorsqu'on est par exemple dans les Hauts-de-France, eh bien cette transition énergétique, elle est visible parce qu'on voit beaucoup d'éoliennes, elle est visible parce qu'on a des taxes, et elle n'est pas visible d'une autre manière qui soit plus positive. Notamment une manière de la rendre positive, ça aurait pu être d'accélérer la rénovation thermique des bâtiments. Lorsqu'on rénove une maison, ça coûte à peu près 20 000 €. S'il y a des aides publiques, eh bien, on peut gagner considérablement en confort thermique, on a moins froid, en confort sonore, et donc on voit ses conditions de vie améliorées. Évidemment, si on supporte des taxes et si on ne voit pas de retour sur ces efforts, eh bien, ça peut prendre ce caractère explosif qu'on observe maintenant depuis quelques mois.
Alors cet accord de Paris, est-ce qu'il va réussir ou pas? Bien malin qui peut le dire à ce stade. En tout cas, il n'est pas très surprenant d'observer que la grande euphorie dans laquelle on était, et Dauphine a contribué après la COP 21 qui s'est tenue à Paris, rappelons-le, eh bien cet bel enthousiasme il s'est estompé. Parce que depuis, il y a non seulement évidemment la sortie des États-Unis, puis on observe la réalité de ce que ça signifie que finalement de sortir d'un modèle dans lequel on est depuis 2 siècles. Depuis 2 siècles, on crée de la richesse économique en émettant de plus en plus de CO2. Il y a 2 siècles, il n'y avait à peu près pas d'émissions nettes. Aujourd'hui, on est quelque part aux alentours de 35 milliards de tonnes de CO2 chaque année. Et réussir l'accord de Paris, c'est parvenir entre maintenant et 2050 à effondrer, à passer à 5 ou 10 milliards de tonnes de CO2, c'est-à-dire à diviser par au moins un facteur 3 les émissions de CO2 à l'heure actuelle. Donc c'est un bouleversement, et un bouleversement qui est à mettre en œuvre en l'espace de 2 ou 3 décennies. Donc le passage de ce monde du carbone à cette société post-carbone, que ce soit une grande turbulence, à la réflexion, ça n'est pas du tout étonnant, parce que beaucoup d'intérêts sont en jeu, beaucoup d'économies, qui sont des économies exportatrices d'énergie fossile, dépendent de ces ressources. Si vous considérez à nouveau le cas de l'Arabie Saoudite, le cas de la Russie, plus proche de nous le cas de l'Algérie, ou plus loin de nous le cas du Venezuela qui est en train de s'effondrer, eh bien on a des économies qui dépendent très fortement de ce modèle économique en quelque sorte qui est un modèle très très carboné. Donc on ne transforme pas ces économies du jour au lendemain, évidemment, donc il y a des réticences importantes. Si on regarde le cas des États-Unis, la situation est un peu différente, mais les États-Unis, on ne le sait pas, sont les premiers producteurs mondiaux de pétrole, donc de se passer de cette ressource, évidemment, ce serait un préjudice. Et puis, plus proche de nous, à nouveau, si on revient sur la taxe carbone, se soumettre à une taxe de cette nature, c'est accepter, parvenir ou ne pas parvenir à modifier ses comportements, et chacun peut imaginer dans ses comportements au quotidien. Si on devait, encore une fois, essayons de regarder la manière dont on vit aujourd'hui, un Français émet, disons, entre 5 tonnes et 10 tonnes de CO2 chaque année, c'est à peu près l'ordre de grandeur. Eh bien, si chacun devait, en l'espace de quelques temps, diviser ses émissions par 3, ça supposerait de changer de vie, de mode de vie drastiquement. Donc que tout ça ne puisse pas se faire du jour au lendemain, à la réflexion, c'est pas très étonnant. En revanche, il y a beaucoup de scénarios, notamment des scénarios du GIEC, qui montrent que, à la condition de faire des efforts rapides et extraordinaires, évidemment, dans cette affaire, il n'y a rien d'ordinaire à ces 2 conditions, il est encore possible de viser une limitation de la température à 1,5 degré. À l'heure actuelle, on est déjà à 1 degré d'augmentation. Donc on a une toute petite marge qui oblige à agir naturellement, très vigoureusement et très rapidement, mais cette petite marge, elle est extrêmement importante, parce que aller vers un monde à 2 degrés ou un monde à 3 degrés, ce serait absolument catastrophique. Encore une fois, aujourd'hui, dans ce monde à 1 degré, on observe déjà des choses très très bizarres qu'on n'observait pas il y a quelque temps. Et donc tout ça doit nous conduire à nous mobiliser.